rares sont les citoyens, les politiciens, les décideurs sachant vraiment ce qu'est l'argent, d'où vient l'argent, qui fabrique l'argent. Beaucoup croient que l'argent est fabriqué par l'État, qu'ils ont réellement de l'argent sur leur compte, et que les banques prêtent l'argent de leurs déposants quand elles font crédit. Ces trois croyances sont fausses. La confusion règne au profit d'une finance mondialisée qui, de crise en crise, renforce son pouvoir de domination et détruit lentement nos démocraties, alors même qu'une infime proportion de la population mondiale n'a jamais accumulé autant de richesses. En partant de ce que tout le monde connaît, pas à pas, en employant les termes techniques, en illustrant chaque principe par des exemples simples, ce document vous donne les bases indispensables à la compréhension du système bancaire et monétaire, et met en perspective les crises financières et économiques qui ne cessent de s'aggraver depuis 2008. La monnaie est au cœur de nos économies. Elle en est le fluide qui permet les échanges des biens et des services. Les biens, ce sont les objets physiques qui ont un prix, comme de la nourriture, des outils, de l'immobilier, des objets de la vie courante, des véhicules, de l'électronique. Un service, c'est du temps que l'on consacre à réaliser quelque chose contre une rémunération. Les architectes, les médecins, les garagistes, les peintres, les avocats, les comptables vendent de leur temps, sous la forme de services. Les biens et les services sont achetés avec de la monnaie. Savoir qui crée la monnaie est donc indispensable pour comprendre comment le monde fonctionne. La monnaie prend plusieurs formes, qu'il faut bien distinguer. Sans la connaissance des diverses formes de monnaie et les mécanismes qu'elles impliquent, il est impossible de comprendre le système monétaire et bancaire, et plus globalement l'économie. Il y a la monnaie sous la forme de billets et de pièces de monnaie. On l'appelle la monnaie centrale corporelle. C'est celle que vous pouvez retirer au guichet ou au distributeur automatique de billets de votre banque. On peut la toucher, on peut partir avec, on peut physiquement la détruire. On l'appelle aussi monnaie manuelle, liquide ou espèce. Elle est fabriquée par la banque centrale. En dehors de la banque centrale, personne n'a le droit de fabriquer des billets et des pièces de monnaie. La banque centrale est une institution missionnée par l'État ou les États d'une zone monétaire pour fabriquer les billets et les pièces de monnaie. Elle a aussi pour mission de favoriser le bon fonctionnement de l'économie. Son but n'est pas de faire des profits, mais d'appliquer la politique monétaire. En France, comme pour l'ensemble des pays de la zone euro, la Banque centrale est la BCE, ou Banque centrale européenne. La BCE gère une monnaie nommée euro. Et puis il y a un autre type de monnaie, beaucoup moins connu. C'est la monnaie qui est sur votre compte en banque, appelée monnaie scripturale. Cette monnaie n'existe que sous la forme de chiffres dans les systèmes informatiques de comptabilité des banques commerciales privées. On l'appelle aussi monnaie secondaire. Les banques commerciales privées, appelées aussi banques de second rang ou banques secondaires, sont les banques des particuliers et des entreprises, comme la BNP, le Crédit Agricole ou la Société Générale. Ce sont des entreprises privées dont le but est le profit. Les banques commerciales privées sont les distributeurs des billets et pièces de monnaie. Ce sont des intermédiaires, des commerçants, qui font le commerce de la monnaie centrale. Elles ont développé un substitut à cette monnaie, qui est la monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée. Elles réalisent la gestion des moyens de paiement tels que les chèques, les cartes bancaires, les virements et les prélèvements. Pour comprendre l'origine des différentes formes de monnaie, il faut comprendre pourquoi la monnaie a été créée et parcourir son histoire de l'Antiquité à nos jours. L'histoire de la monnaie s'étale sur des milliers d'années. La plupart des gens pensent que la monnaie remplace le troc. Le troc est le fait d'échanger un bien contre un autre. Par exemple, lorsque Paul et Jacques se rencontrent, Paul voudrait échanger 5 salades contre 10 kilos de pommes de terre. Sauf que si Jacques n'accepte pas de salade en échange de ses pommes de terre, il accepterait quelque chose d'autre,
une denrée dont tout le monde a besoin. La monnaie serait apparue spontanément par la sélection de marchandises parmi les plus pratiques et les plus recherchées pour ces échanges immédiats. Dans un premier temps, le riz, l'avoine ou les animaux auraient été utilisés comme monnaie jusqu'à l'apparition de monnaies métalliques, d'or ou d'argent, forme ultime de monnaie. Le crédit ne serait apparu que plus tard, quand de la monnaie fut accumulée pour être prêtée à ceux qui en avaient besoin. Malheureusement, cette hypothèse n'a strictement aucune réalité historique. Les historiens ne cessent de le répéter. Ce n'est pas le troc qui apparut en premier, mais le crédit, c'est-à-dire la comptabilité des dettes, bien avant l'apparition de la monnaie. Le troc n'a pour ainsi dire quasiment jamais existé. Imaginons des paysans de l'Antiquité. Paul produit des salades qu'il récolte au printemps, et Jacques produit des pommes de terre qu'il récolte à l'automne. Jacques va emprunter 5 salades à Paul au printemps. Jacques doit l'équivalent de 5 salades à Paul. Ce n'est qu'à l'automne, 6 mois plus tard, que Jacques va le rembourser en lui donnant 10 kilos de pommes de terre. C'est la confiance qui permet ces échanges différés. On peut dire que Paul et Jacques se font confiance. Ils partagent un même principe moral qui est qu'une dette doit être honorée. Cela leur permet de se faire crédit. Quand Jacques demande des salades à Paul, il se sent redevable envers Paul. Jacques ne sera libre que quand il aura remboursé Paul des jours, des mois, des années plus tard, car il a une dette envers lui. Les hommes pouvaient se prêter des outils, des animaux, s'échanger des biens, mais aussi des services. Au-delà d'un certain volume d'échanges, la parole donnée ne suffit plus à garantir la confiance, il faut consigner par écrit. On invente l'écriture. Alors il faut apprendre à lire, écrire et compter. On invente l'école. Il faut aussi avoir confiance dans la quantité, mesurer ce que l'on échange. On invente les étalons et la métrologie. Enfin, il faut aussi avoir un arbitre en cas de litige. On invente les tribunaux. Les communautés prenaient une unité de compte virtuelle, ou un étalon, pour donner un prix aux biens et aux services qu'ils s'échangeaient. Si 5 salades valaient 10 unités de compte, alors quand Paul donnait 5 salades à Jacques, il lui devait 10 unités de compte. On a retrouvé nombre d'objets servant de registre de dette. Des bâtons, des boules d'argile, des papyrus, des bouts de tissu, des figurines. Parmi les plus anciens registres figurent des centaines de milliers de tablettes d'argile de l'époque sumérienne, où étaient tenus des comptes et consignés des dettes. Ces tablettes étaient gérées par des temples proches des marchés. Personne ne pouvait empêcher les hommes de se faire crédit. Les unités de compte nécessaires à donner un prix à ce qui s'échangeait n'étaient qu'indicatives. Il n'est pas nécessaire de se procurer ou d'acheter des centimètres à chaque fois que l'on mesure ce que l'on prête à autrui. Durant plusieurs milliers d'années, il n'y avait pas de monnaie, juste la comptabilité des dettes des uns et des autres, et des communautés entre elles. Ce n'est que beaucoup plus tard, environ 700 ans avant Jésus-Christ, que des souverains ou des castes régnantes ont imposé l'usage de monnaie comme moyen d'échange, sous la forme d'un objet dont ils s'attribuaient l'exclusivité de la production. Ils émettaient la monnaie, généralement des pièces d'or, d'argent ou de cuivre, payaient leurs soldats avec, et menaient des guerres pour conquérir de nouveaux territoires. Pour se procurer nourriture et équipement, les soldats imposaient par la force aux paysans et aux marchands cette monnaie comme paiement. Le pouvoir récupérait ensuite de cette monnaie lors de la perception des impôts. Comme tout le monde devait disposer de monnaie pour payer les impôts, elle devenait rapidement la monnaie officielle. Elle était acceptée comme paiement et elle se diffusait dans la communauté. Le pouvoir pouvait donc acheter nourriture, marchandises et richesses grâce à la monnaie qu'il produisait lui-même. Tant que l'on avait une dette, on n'était pas libre. On risquait de devenir l'esclave de son créancier ou d'être emprisonné si on ne s'acquittait pas de l'impôt. C'est la servitude pour dette. On constate que quand les dirigeants et actionnaires des grandes banques touchent des bénéfices, ceux-ci s'enrichissent. Mais quand les grandes banques sont en difficulté, ce sont les États, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, qui les sauvent.
Cela résume l'adage désormais bien connu: les banques privatisent leurs gains et socialisent leurs pertes. Pour bien comprendre le mécanisme de création monétaire, nous devons savoir ce qu'est un actif. Imaginons que Paul possède une moto, des vêtements, une télévision, un ordinateur et 200 € sur lui en billets de banque. Tout ceci représente ses actifs, car les actifs c'est ce que l'on possède. Les 200 € qu'il a sur lui sont ses actifs financiers. Maintenant, Jacques emprunte à Paul 100 €. En lui empruntant cette somme, Jacques signe une reconnaissance de dette l'engageant à rembourser Paul dans un mois. Les actifs financiers de Paul restent de 200 €, car il possède encore 100 € en billets, ainsi que la reconnaissance de dette de Jacques d'une valeur de 100 €. Cette reconnaissance de dette va à ses actifs, car il s'agit de quelque chose qu'il possède. Paul a ce qu'on appelle une créance sur Jacques. Jacques est débiteur de Paul. En cas de litige, si Jacques ne rembourse pas Paul, la justice pourra intervenir pour forcer Jacques à respecter ce contrat. Elle pourra alors le forcer à vendre un de ses actifs matériels pour rembourser Paul, comme sa télévision s'il en a une. Généralement, la comptabilité d'une entreprise ou d'une banque est synthétisée sous la forme d'un bilan. Un bilan comptable est une synthèse permettant de représenter ce que l'entreprise possède, ses actifs, et ce qui lui appartient pas ou ce qu'elle doit, son passif. La différence entre son actif et son passif représente son résultat. On peut aussi l'appliquer à un particulier. Voici à quoi ressemblerait le bilan de Paul. Dans les actifs de Paul figurent ses actifs financiers, constitués de ses billets de banque et de la dette de Jacques, ainsi que ses actifs matériels, constitués de sa télévision, son ordinateur, sa moto, dont la valeur de revente à date est estimée de 1000 €. Pour notre démonstration, nous ne garderons que les actifs financiers. Son bilan financier est positif de 200 €. Le bilan de Jacques, qui n'avait aucun actif, est celui-ci. Jacques possède 100 € en billets, mais doit aussi 100 € à Paul. Le passif c'est ce qu'on doit, son bilan est donc nul, car son passif annule son actif. Donc un actif est quelque chose qui a une valeur financière, que l'on peut inscrire dans un bilan. S'il est à l'actif du bilan, c'est quelque chose que l'on possède. S'il est au passif du bilan, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, et que l'on doit à quelqu'un d'autre. Imaginons maintenant que Nicolas, qui a 300 € en billets de banque, propose à Paul de lui racheter sa créance sur Jacques. Il va donc pour cela lui donner 100 € et modifier le bénéficiaire du contrat de sorte que Jacques doive maintenant la somme non plus à Paul, mais à Nicolas. Voici à quoi ressemblerait le bilan de Paul. On constate que Paul a retrouvé ses 200 € en billets de banque. Son bilan financier est positif de 200 €. Le bilan de Jacques, qui n'avait aucun actif, n'a pas changé. Son bilan est toujours nul. Le bilan de Nicolas, qui avait 300 € d'actifs, est maintenant celui-ci. Il reste à Nicolas 200 € en billets de banque et la reconnaissance de dette de Jacques, qui a une valeur, à terme, de 100 €. Le bilan de Nicolas est positif de 300 €. Lorsque Jacques devait 100 € à Paul, Paul prenait le risque que Jacques ne le rembourse pas. Quand Paul a vendu la reconnaissance de dette à Nicolas, c'est Nicolas qui prend le risque de n'être pas remboursé par Jacques. C'est un transfert de risque sur une créance. Si Jacques ne rembourse pas sa dette, le bilan de Nicolas peut perdre jusqu'à 100 €. On dit alors que Jacques fait défaut sur tout ou partie de sa dette. Nicolas perdrait 100 € sur son bilan, correspondant à la créance que Jacques n'a pas honorée. Nous voyons donc qu'une créance peut être un actif, et peut être revendue, au même titre qu'une moto ou des vêtements. Les actifs matériels ont une valeur estimative. Certains actifs matériels perdent de leur valeur avec le temps. C'est le cas d'un ordinateur ou d'une moto. Ils ne peuvent pas facilement être employés pour régler des dettes. En revanche,
les actifs financiers ont une valeur connue. La créance sur Jacques ou les billets de banque ont des valeurs fixes. Le bilan d'une banque se présente comme le bilan de n'importe quelle entreprise. La banque a des actifs, qui sont ses richesses, ce qu'elle possède, et un passif, qui représente ce qui ne lui appartient pas, ses dettes. Nous avons vu que le crédit d'un compte bancaire d'un client est une dette de la banque envers celui-ci. Les dépôts correspondant au compte bancaire de ses clients sont donc enregistrés au passif de son bilan. Si on lit ce bilan, on comprend que la banque doit au total 600 € à ses clients. Imaginons qu'un de ses clients, Paul, a un dépôt de 100 unités de compte. Voici le bilan de la banque. Elle doit 100 € à Paul, ce qui correspond au dépôt que Paul a réalisé sur son compte. Ce compte en banque est dit à vue, c'est-à-dire que Paul peut tout de suite utiliser ses unités de compte pour un paiement. Paul souhaite emprunter 1000 € à sa banque. La banque établit le contrat de prêt qu'elle lui fait signer. Ce contrat l'engage à rembourser la banque selon un échéancier précis. Paul devra rembourser les 1000 € empruntés, appelés capital du crédit, plus 50 € d'intérêt. Pour créditer le compte de Paul, la banque ne prend pas les dépôts d'autres clients pour lui donner. Elle augmente simplement le chiffre inscrit sur son compte bancaire. Elle crée des unités de compte à partir de rien. La banque ne doit plus 100 € à Paul, mais 1100 €. Le contrat de prêt de Paul apparaît sur son bilan comme quelque chose qu'elle possède. Cette créance sur Paul est à son actif. Les comptes des autres clients n'ont rien à voir avec cette opération. On dit que la banque a monétisé la créance sur Paul. Elle a transformé cette créance en moyen de paiement sous la forme de monnaie scripturale privée ajoutée au compte de Paul. On appelle cette opération d'augmentation des dépôts par simple jeu d'écriture la création monétaire. On parle de création monétaire ex nihilo, ce qui veut dire à partir de rien. Enfin, quand Paul va rembourser le crédit, la banque va annuler des unités de compte chaque mois, selon l'échéancier du crédit, directement sur le compte de Paul. Cette annulation est appelée destruction monétaire. Elle diminue la somme qu'elle lui doit. Simultanément, dans son bilan, la somme restant à rembourser diminue aussi. La banque prend le risque que Paul n'arrive pas à rembourser le crédit, qu'il soit insolvable. C'est le risque de faire crédit ou risque de contrepartie. On pourra qualifier alors la créance de Paul, le contrat de prêt, d'actifs pourris ou d'actifs toxiques. Cette opération de création de moyens de paiement artificiels, tout comme sa destruction progressive lors du remboursement, est difficilement compréhensible pour la plupart des gens, y compris pour ceux qui travaillent dans les banques, même à haut niveau. Il est pourtant évident que quand une banque accorde un prêt, aucun de ses clients ne voit son compte diminuer ne serait-ce que d'1 €. Ce mécanisme est très mal compris et les médias perpétuent, par ignorance, le mensonge selon lequel les banques doivent collecter des dépôts pour pouvoir prêter de l'argent. Pourtant, ce mécanisme est parfaitement décrit dans les manuels d'économie. Vous pouvez par exemple télécharger un petit fascicule intitulé « La monnaie et nous », édité par la Banque de France en 2009, expliquant la création monétaire par les banques commerciales privées. La création et la destruction monétaire peuvent être résumées par une simple phrase. Ce sont les crédits qui font les dépôts, et non les dépôts qui font les crédits. Cette phrase permet de se rappeler que la totalité de la monnaie en circulation sur nos comptes en banque ou dans nos poches est créée par le crédit bancaire. Quand une banque accorde un crédit à un de ses clients, elle crée de la monnaie scripturale privée en augmentant le solde du compte de celui-ci. Elle ne crée pas des euros, mais des unités de compte convertibles en euros. Plus il y a de crédits accordés par les banques, plus il y a de dépôts, de billets et de pièces de monnaie. La totalité de la monnaie en circulation dans l'économie représente ce qu'il reste à rembourser des crédits contractés. Quand Paul achète une automobile à crédit, il paie tout de suite le vendeur avec la monnaie créée. 2 jours plus tard, le vendeur achète une télévision, des livres et un ordinateur.
Les vendeurs de la télévision, des livres et de l'ordinateur vont eux aussi réaliser des achats. Paul n'a pas commencé à rembourser son crédit que la monnaie circule déjà dans l'économie. Le nombre de fois dans une année qu'une unité de compte va servir de paiement est appelé vitesse de circulation de la monnaie ou vélocité de la monnaie. 100 unités de compte échangées 10 fois pour des paiements représentent 1000 € de paiement. L'argent qui circule de compte en compte est donc en réalité une dette qui circule. Les billets et pièces de monnaie en circulation sont une conversion de monnaie scripturale privée créée lors des crédits. Chaque unité de monnaie scripturale sur nos comptes bancaires et chaque billet ou pièce de monnaie dans nos poches a été créé lorsqu'un particulier, une entreprise ou un État a emprunté de l'argent à une banque. Une banque peut aussi créer des unités de compte pour ses propres dépenses. Pour cela, une banque ouvre un compte pour chacun de ses salariés ou fournisseurs. Ensuite, elle crée des unités de compte à partir de rien sur ses comptes. C'est comme cela que les banques assument leurs charges ou réalisent des investissements. On dit que la banque monétise ses frais de fonctionnement ou ses achats. Quand elle paie un employé ou un fournisseur par création monétaire, la banque ne fait rien de plus que de se créer une nouvelle dette envers celui-ci. À l'inverse, quand une banque prélève une somme sur votre compte en banque, elle n'opère aucun transfert. Quand elle prélève des frais bancaires ou simplement les mensualités de remboursement d'un crédit bancaire, elle détruit de la monnaie. Ainsi, votre banque vous doit moins d'argent. Comme nous l'avons vu, historiquement, la monnaie remplaçant le troc est un mythe qui vous laisse penser que la monnaie est un élément physique permanent, et donc il y a quelque chose sur votre compte. Ceci vous semble d'autant plus vrai que vous pouvez retirer des billets de banque de votre compte. Les médias vous font croire qu'une banque doit amasser de la monnaie avant de pouvoir en prêter. Mais en réalité, les banques ne prêtent pas l'argent des autres clients, puisque ce sont elles qui le fabriquent lors des crédits et qui le détruisent lors du remboursement des crédits. Un crédit n'étant tort dans la population comme le sont les jurys populaires, qui sont des évolutions démocratiques élémentaires, sont systématiquement dénigrés dans les médias. L'Union européenne est une organisation soutenue à l'origine par les élites américaines pour éviter l'apparition d'une puissance concurrente en Europe de l'Ouest. Elle est néolibérale et structurellement antidémocratique. Si les peuples européens écrivaient et votaient eux-mêmes les lois de l'Union, Bruxelles ne serait pas la seconde place de lobbying après Washington. L'Union européenne est le royaume de Goldman Sachs et de la haute finance, dont les hommes se retrouvent à la tête de nombreuses institutions et même de certains États. Et nombreuses sont les carrières politiques se prolongeant dans le privé, au service des lobbies ou dans les grandes entreprises. Ce que nous appelons des euros, ce qui est sur notre compte en banque, ce ne sont pas des euros, mais une dette en euros. Ce que nous appelons crédit, prêt ou emprunt, ce n'est qu'une création de monnaie temporaire. Ce que nous appelons démocratie n'est pas une démocratie, mais une oligarchie. Ce que nous appelons un citoyen n'est rien d'autre qu'un électeur. Ces manipulations du langage empêchent les intellectuels, les politiciens, les journalistes et les électeurs de penser le monde. Elles dissimulent avec habileté le pouvoir sans égal des corporations, de la finance et du secteur bancaire. Aujourd'hui, la planète n'est plus capable de se régénérer. L'humanité tout entière est en train de se confronter aux limites de la Terre elle-même et manque de ressources naturelles. Toute croissance économique nécessite beaucoup de matières premières et d'énergie. Or, les ressources de la planète sont limitées. Certaines organisations militent pour qu'une nouvelle approche économique et sociale émerge, pour que nous soyons respectueux de notre environnement et sortons d'une logique de compétition, de surconsommation et de conflit. Certains font la promotion de la décroissance. La décroissance permettrait l'équilibre de l'activité humaine et les ressources de la planète.
Mais la décroissance sous-entend une réduction permanente de la demande de crédit, donc une contraction de la masse monétaire qui déboucherait rapidement sur une crise économique majeure. En réalité, les nations sont les esclaves de l'impérieuse nécessité d'une dette perpétuelle pour disposer de monnaie, donc d'une croissance soutenue, impliquant une consommation en progression constante. S'il n'y a plus d'anticipation de revenus futurs, il n'y a plus de crédit, donc la monnaie disparaît, l'État ne peut plus fonctionner et l'économie s'arrête. La monnaie en circulation est créée par les banques contre intérêt lorsqu'elles accordent des crédits et détruite lors du remboursement des crédits. Ce cycle monétaire garantit aux banques une rente perpétuelle. Les créanciers sont les banques et le secteur financier, et les débiteurs sont le reste du monde. Notre système économique n'est en rien libéral, puisque nous sommes dépendants des banques pour réaliser le moindre échange économique. Nous ne sommes pas libres de ne pas être endettés. La rareté de la monnaie organise la concurrence entre les individus, entre les entreprises, entre les nations. Les banques créent la monnaie en fonction de leurs propres intérêts et non en fonction de l'intérêt général. Les conflits armés sont plus lucratifs que la diplomatie. La concurrence, plus dépensière que la coopération. La spéculation, plus rentable que le social. Si les banques pouvaient nous vendre l'air que l'on respire, elles le feraient. Pour certains philosophes des siècles passés, voici l'ordre naturel des choses. Le divin représente l'ordre supérieur. L'ordre moral est guidé par le divin, par le sacré. L'ordre politique est guidé, lui, par la morale. Et la finance, elle, est au service de l'ordre politique. Mais si la monnaie n'est plus le reflet des échanges économiques de ceux qui créent les richesses réelles, mais le moyen par lequel ces richesses réelles sont échangées, l'argent devient le maître du monde. Une inversion des ordres s'opère. Le divin est remplacé par l'argent. N'a de valeur que ce qui a un prix. Les marchés font office de morale. Rien ne doit enfreindre les lois du marché, bénéfiques pour l'humanité. La finance est au service des marchés. Les financiers sont les nouveaux prophètes. Ils défendent l'immanente main invisible. La politique et l'État sont au service de la finance, car ils en sont dépendants. Ils sont forcés de défendre les intérêts de la finance au détriment de ceux des peuples. Frédéric Bastiat, économiste politique au XIXe siècle, disait ceci. Quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. Récapitulons. Voici les points importants qu'il faut retenir. Avant l'invention de la monnaie, les systèmes de comptabilité des dettes permettaient aux hommes d'échanger librement des biens et des services. Il était simplement noté ce qui était donné ou les services rendus, à qui et quand, de sorte à s'assurer que chacun donnait autant qu'il recevait. Les hommes se faisaient confiance, c'est ce qui leur permettait de se faire crédit. C'est environ 700 ans avant Jésus-Christ que la monnaie a été créée comme un outil de domination au service de souverains ou d'États. Le souverain payait ses soldats avec une monnaie qu'il fabriquait lui-même. Les soldats forçaient les paysans à accepter cette monnaie comme paiement. Le souverain s'assurait que personne d'autre ne produisait cette monnaie. Les faux monnayeurs étaient sévèrement punis. Le souverain levait ensuite un impôt dans sa propre monnaie. Les paysans étaient donc
Peu importe dans quel domaine de la vie, l'évolution est inévitable. Selon la World Bank, plus de 40% de la population adulte et plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont en dehors du système bancaire d'aujourd'hui, ce qui les réduit à un état de pauvreté et de découragement. C'est un problème majeur dans le monde d'aujourd'hui, mais les temps difficiles sont aussi les moments les plus forts pour la créativité et la recherche de solutions nouvelles et meilleures. Le système bancaire actuel a été développé il y a plus de 60 ans, mais de nouvelles idées nées et une technologie innovante ont ouvert les portes à une évolution financière qui détient le pouvoir de transformer notre monde entier. L'argent que nous utilisons aujourd'hui est appelé monnaie fiduciaire. Le terme est sorti de l'idée qu'un chèque de réclamation ou $1 a été soutenu par l'or. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Tout cela a changé dans les années 70 lorsque le gouvernement américain a annulé la convertibilité directe du dollar américain en or. Aucune monnaie fiduciaire n'a jamais conservé sa valeur au fil du temps et le principe est simple. Chaque fois que la banque centrale imprime plus de monnaie, celle que nous avons dans les poches perd sa valeur. C'est ce que l'on appelle l'inflation. Après des années d'inflation sur les marchés d'emprunt et la gestion financière non réglementée et irresponsable, les conséquences en ont été énormes et ont finalement conduit à la crise financière de 2008. Une crise qui était aussi le début d'une grande évolution financière, la naissance de la crypto-monnaie. L'idée de la crypto-monnaie était de créer une nouvelle monnaie qui était indépendante de l'inflation et basée sur les mêmes principes que l'or, où l'offre et la demande créaient sa valeur. Une idée basée sur les avantages de l'avancement technologique qui pourrait nous fournir beaucoup plus rapidement des transactions moins chères et plus sûres. Depuis, beaucoup de choses ont changé, et presque une décennie plus tard, l'impact de la crypto-monnaie sur notre monde a commencé. Do you think this is a currency that's really going to work eventually? Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. La crypto-monnaie est légalement considérée comme une marchandise aux États-Unis, tandis que dans l'Union européenne, elle est considérée comme un investissement. Aujourd'hui, toutes les grandes banques ont réalisé l'impact que ce type de monnaie aura sur notre système monétaire et les banques à travers le monde sont maintenant à la recherche de moyens innovateurs pour mettre en œuvre la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie. La blockchain dans le système bancaire d'aujourd'hui. La crypto-monnaie est encore un nouveau concept pour beaucoup de gens, mais l'innovation est acceptée comme une nouvelle forme d'argent, mais simplement sous une forme numérique. Toutefois, c'est la technologie sous-jacente, la blockchain, qui détient le pouvoir de transformer non seulement notre système monétaire, mais l'ensemble de notre façon de fonctionner dans la société d'aujourd'hui. Peu de gens croyaient à l'Internet il y a 30 ans. Aujourd'hui, environ 40% de la population mondiale est connectée au World Wide Web. En 1995, c'était inférieur à 1%. Ce qui a conduit Internet à un tel succès, c'est qu'il est ouvert à quiconque, et nous tous peuvent commencer à envoyer des informations instantanément dans le monde entier. La blockchain, d'autre part, est l'Internet de la valeur et il nous donne la possibilité de transmettre non pas des informations, mais des valeurs à un clin d'œil dans le monde entier. L'Internet est un protocole de communication, alors que la blockchain est un protocole d'échange de valeurs. La technologie blockchain est la fondation de la crypto-monnaie et est en ce moment mise en œuvre dans la plupart des domaines de la société. La bourse, dans les dossiers de vente, dans les traitements de contrats et bien sûr dans le secteur financier des paiements et des transactions, pour ne citer que quelques exemples. La nouvelle ère des finances que vous allez découvrir est la deuxième génération de l'Internet et de la blockchain de la crypto-monnaie. L'avenir des paiements est sur le point de révolutionner l'économie que nous connaissons aujourd'hui. La Bitcoin a eu une augmentation incroyable de sa valeur et à partir de 2009 jusqu'à la fin de 2013, le prix d'une seule Bitcoin est passé de 0,1 $ à plus de 1100 $. Et de nombreuses personnes dans le monde ont fait fortune. En même temps, beaucoup ont manqué l'occasion parce qu'ils manquaient d'informations.
Mais aussi, et initialement, la crypto-monnaie a été reçue avec beaucoup de doutes. Les pionniers ont très vite montré qu'il y avait beaucoup de place pour l'amélioration dans l'avenir, et le développement de nouvelles crypto-monnaies a ouvert les portes à une crypto-monnaie plus simple, beaucoup plus sûre et plus facile à utiliser. La OneCoin. La fondatrice de OneCoin, Dr Ruja Ignatova, possède une solide expérience dans la finance avec une maîtrise en économie et un doctorat en droit. Elle est ancienne partenaire associée chez McKinsey, s'occupant de clients tels que la gestion Allianz, Sberbank, Unicredit et d'autres grandes institutions financières. Dr Ruja a également consulté d'autres crypto-monnaies et est rapidement devenue l'une des personnes la plus forte sur le sujet, une experte. Elle voyait clairement l'énorme potentiel de création d'une nouvelle crypto-monnaie innovante, plus sûre et plus accessible. Et elle a commencé à faire de grandes améliorations pour l'avenir sur la base d'une stratégie solide pour l'expansion mondiale, applicable pour tous à travers la crypto-monnaie OneCoin. La distribution globale de matériel éducatif sur les crypto-monnaies et l'introduction de OneCoin a commencé en septembre 2014 et le principe de l'adhésion par invitation seulement et l'entreprise par la suite d'une grande direction a déjà tendu la main à des millions de personnes dans plus de 195 pays à travers le monde. Le réseau OneLife est du 11 juin 2016 la société officielle de la distribution de paquets éducatifs qui offre l'éducation complète sur les crypto-monnaies et la finance. Les membres peuvent également recevoir des jetons promotionnels qui peuvent être ajoutés dans la mine OneCoins. Au cours de la première année de fonctionnement, le chiffre d'affaires était de plus de 1 milliard et seulement 3 mois plus tard, il a atteint la marque des 2 milliards. Avec environ une décennie d'existence, il y a beaucoup de crypto-monnaies sur le marché d'aujourd'hui. Et il y a quelque chose que la plupart d'entre elles ont en commun. D'abord, elles sont décentralisées, ce qui rend le marché dispersé et elles ne sont pas acceptées partout. Elles sont conçues pour les personnes équipées de technologies et de logiciels spéculateurs compliqués ou pour des traders professionnels. Elles reposent sur des facteurs externes instables qui également rendent le marché instable. Elles sont principalement axées sur la négociation publique qui les rend spéculatives et qui ferme les portes au reste de la population. Elles vous permettent d'effectuer des transactions anonymes et sont donc impossibles à suivre, invitant la possible fraude. Elles sont difficiles à intégrer dans notre système économique. Alors, en quoi OneCoin est-elle différente? OneCoin est conçu pour être initialement centralisé, mais le gouvernement n'est pas son propriétaire, ce qui permet de contrôler la croissance et intégrer OneCoin dans le système monétaire actuel. Construit sur une stratégie d'entreprise, la création d'une marque forte et un marché stable à l'échelle mondiale, sans aucune volatilité. Traçable et protégé avec la politique de connaître son client, KYC, Know Your Customer, qui donne à la crypto-monnaie un nouveau niveau de transparence. Principalement axé sur l'utilité, OneCoin choisit de mettre en œuvre plus de fonctions et de plateformes ouvertes pour que les propriétaires puissent échanger et utiliser leur monnaie qui permet de développer le marché et la création d'une plus forte demande pour la crypto-monnaie dans le monde entier. Son utilisation est conviviale et ouverte à tous. Pas besoin de matériel coûteux, de connaissances particulières ou d'expérience dans le commerce. C'est simplement pour tout le monde. L'enseignement est offert à tous les membres pour obtenir le pouvoir de prendre des décisions en étant bien informés et d'obtenir la connaissance financière. En plus de ça, OneCoin est en train de mettre une nouvelle forme mondiale par le biais d'une manière unique, l'intégration de la procédure KYC dans la blockchain réelle, ce qui crée un niveau élevé de sécurité et de transparence. Une procédure puissante qui ouvre certainement la manière d'intégrer OneCoin comme la première crypto-monnaie à faire partie de l'économie mondiale. En tout cas, ça en est le but. OneCoin détient vraiment la clé pour aider les gens dans les pays émergents à faire un saut vers la technologie et obtenir un accès instantané à la crypto-monnaie et de profiter de la crypto-monnaie des opportunités des pays développés. Alors que la plupart des crypto-monnaies sont basées sur la spéculation par le commerce du public, OneCoin se concentre sur son utilisation, puisque la valeur de la crypto-monnaie est basée sur l'offre et la demande d'une zone d'utilité plus importante augmente la valeur de la pièce.
Selon les premières prévisions en 2014, la valeur d'une seule OneCoin après un an était d'atteindre les 5 €. Mais déjà 10 mois plus tard, le prix d'un seul OneCoin dépasse le pronostic initial et a atteint les 5,65 €. OneCoin attend une nouvelle augmentation de sa valeur dans les 2 prochaines années sur la base de réseaux sans cesse croissants de mineurs, mais aussi en raison des nombreuses entreprises qui veulent avoir accès à des millions de propriétaires OneCoin pour promouvoir leurs produits et services, élargissant ainsi la zone d'utilité plus loin. Ce n'est pas une promesse ou une garantie de quelque façon, mais l'aspect historique du voyage que OneCoin a fait jusqu'à présent, l'avenir en est encore plus excitant et il peut aider ensemble la société moderne et les générations futures. Alors comment peut-on commencer ? En adhérant au réseau One Life, vous obtenez une première éducation financière de classe qui vous aidera à devenir un mineur instruit. Les trousses d'éducation viennent en 7 niveaux différents, en commençant aussi bas que 140 € et jusqu'à 27 530 €, offrant différents modules d'enseignement sur les finances, le commerce et la crypto-monnaie. Pour chaque niveau d'éducation, vous recevrez un montant fixe de jetons promotionnels selon ce paquet que vous achetez. Vous êtes admissible également pour une ou plusieurs divisions. Une scission va doubler le montant de jetons et peut être donc utilisée pour générer plus de pièces. Une fois que vos jetons sont divisés, vous pouvez les soumettre aux piscines minières avec seulement quelques clics pour commencer l'exploitation minière de vos OneCoin. Le réseau One Life offre également des combinaisons très bénéfiques des différents outils pédagogiques. Ces combinaisons vous donnent accès à l'exploitation minière automatique de sorte que vous pouvez rejoindre les piscines minières instantanément sans attendre une nouvelle scission. Outre l'exploitation minière automatique, ces combinaisons stratégiques peuvent également générer des divisions supplémentaires, des jetons et donc aussi des OneCoins. En plus des paquets éducatifs, One Life a introduit son premier produit physique disponible pour les membres afin d'accéder facilement au marché en ligne, la One Tablet. Un instrument intelligent portable qui peut être utilisé sur une base quotidienne et qui détient le potentiel d'améliorer les activités d'apprentissage, de négociation et le réseautage d'affaires de tout membre du réseau One Life. La One Tablet est livrée avec un beau design et des fonctions intelligentes. Avec l'énorme croissance de l'entreprise, elle s'est consacrée non seulement de donner plus à ses membres, mais aussi de redonner à la société. La fondation One World est actuellement active dans plusieurs pays où les entreprises et les membres du réseau One Life donnent régulièrement de l'argent pour habiliter et aider les enfants à atteindre leur plein potentiel à travers l'éducation et le soutien à long terme. La crypto-monnaie et ce nouveau marché financier détient vraiment le potentiel pour créer des services bancaires pour les 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire d'aujourd'hui, selon la Banque mondiale. C'est l'un des marchés les plus émergents d'aujourd'hui, qui peut intégrer les personnes qui sont en dehors du système bancaire et les accueillir dans le système financier simplement en utilisant un téléphone. Elle peut éliminer le middleman, qui font payer des frais élevés pour les envois de fonds et les paiements de passage de frontières où le tarif moyen est de 7,7%, mais peut atteindre jusqu'à 29% en prenant plusieurs jours. Aider les gens actifs sûrs et faire croître le capital dans un marché à forte croissance. Qui est responsable de la valeur de OneCoin ? Pour répondre aux besoins du marché de masse publique, OneCoin va exploiter un total de 120 milliards de pièces de monnaie et la blockchain efficace est développée pour permettre des transactions extrêmement rapides. Un réseau de plus en plus continu, la création d'une marque forte en combinaison avec la quantité croissante de commerçants qui veulent avoir accès à des millions de propriétaires OneCoin. Croissance constante des zones d'utilisation. Ces facteurs créent la valeur des pièces de monnaie et quand OneCoin devient public, le marché est déjà là, réparti au niveau mondial et l'augmentation de la valeur sera très probablement un fait. OneCoin est social, global et facile d'accès par l'intermédiaire du réseau One Life. Réseaux et médias sociaux aujourd'hui détiennent un pouvoir énorme pour influencer ce qui peut changer à peu près tout le marché. Vous souvenez-vous de Netscape ou Yahoo ? Les moteurs de recherche qui ont été rapidement oubliés quand le géant Google a repris le marché complet et a introduit un logiciel convivial et beaucoup plus sophistiqué. Vous souvenez-vous de MySpace, la plateforme de réseau social qui a été vite oubliée lorsque Facebook a repris l'ensemble du marché ?
Aucun de ces géants n'ont utilisé la publicité comme moyen d'atteindre les gens. La croissance de ces entreprises était basée sur la confiance. Les résultats est le plus puissant de tous les éléments, les utilisateurs satisfaits et le bouche à oreille, le même phénomène que OneCoin connaît en ce moment. Maintenant, vous avez une occasion puissante et transparente en face de vous et vous pouvez rejoindre les millions de mineurs, les commerçants et les marchands de pièces de monnaie de la mine et de diversifier votre portefeuille pour vous positionner dans l'avenir. Avec cette information, vous pouvez être dans l'avant-garde de cette nouvelle ère, un marché émergent qui est sur le point de changer l'économie mondiale. La prise de décision est basée sur l'information et vous pouvez maintenant faire usage de l'information qui vous est donnée alors. Assurez-vous d'obtenir des réponses à vos questions par la personne qui vous a montré cette vidéo pour commencer et garder à l'esprit que la question n'est pas si la crypto-monnaie aura un impact sur notre économie du futur, mais plutôt, êtes-vous prêt pour la nouvelle ère économique qui arrive? Si vous êtes prêt, assurez-vous de participer à cette révolution financière et faire partie de la crypto-monnaie la plus forte croissance dans le monde. OneCoin.